Maintenant, on va voir une schéma qui vient représenter, d'accord, on a dit, cet écosystème sol, c'est la base structurelle qui va conditionner tout le reste de l'écosystème. Donc, si cette sol doit être un sol vivant, comme tout être vivant, aura besoin de quoi? Manger. De manger, nutriments, pour obtenir les nutriments et l'énergie. De l'air pour respirer. De l'air pour respirer, dans l'équilibre vivant. De l'eau. De l'eau. Énergie, nutriments, eau, air. C'est les mêmes choses de base que vous avez besoin aussi pour continuer à être là. D'accord? Donc, vous allez travailler un peu en détail ça. On va entrer un peu plus dans les détails pour faire les liens avec ce schéma ici. Ce schéma. Source de nutriments de notre écosystème ou de notre milieu sol. Donc il y a les nutriments qui viennent tous des déchets. Des déchets soit animaux, fumier comme vous avez dit, ou tous les végétaux, déchets de culture, etc., chutes de feuilles, compagnie. Tout ça, pour ces processus qu'on est en train de parler depuis 2 jours de décomposition de la matière organique, on a vu qu'il y a plein d'organismes qui vont travailler tous ces déchets jusqu'à arriver à les stades de donner une autre fois les molécules fondamentales qui les composaient, que là c'est des nutriments, des minéraux assimilables pour la plante. Ok? Donc, une source de nutriments. Une autre, la roche-mère. Entre parenthèses, fraction minérale. Quand on a vu ce matin, on a parlé, d'accord, tous les sols ont une texture particulière qui vient conditionner pour la texture du sol. Conditionné par. Je vous sens un peu fatigué. Du sol, quels sont les composants du sol qui forment la texture du sol? Quelles sont les molécules? Les argiles. Le sable. Très bien. Merci. Un peu de retour, que sinon je me sens seul. Ok, donc ces trucs viennent de la dégradation d'une roche. Que ce n'est pas nécessairement la roche qu'il y a juste par-dessus du sol. En dessous. En dessous, pardon. La roche-mère. La roche-mère. Peut être une apportation extérieure. Imaginons que vous êtes à côté de la Garonne. Donc, au lit de la vallée de la Garonne, il y a une fraction minérale, ce sol, qui ce n'est pas nécessairement de la dégradation, c'est pas de la dégradation en fait de la roche qu'il y a par en bas. C'est une apportation des plans roches qui peut être à kilomètres de loin de tous les parcours de la Garonne. D'accord? Amené par l'eau. Amené par l'eau. Donc, en tout cas, ces fractions minérales, comme les mots le dit, ça, plein de minéraux. Mais des minéraux qui ne sont pas assimilables directement pour une plante, mais que c'est une grosse ressource de minéraux. Là, il y a des phosphores, des potassium, peut-être des fer, de l'aluminium, même des traces de certains nutriments oligo-éléments, comme les manganèses, etc., etc., en fonction de la nature qui compose les cailloux en question. Donc tout ça, c'est une grande source de nutriments pour le sol. L'unique chose, c'est qu'il faudra que ce sol soit très vivant pour pouvoir arriver à transformer ça qui est en forme non assimilable à quelque chose assimilable. Vous comprenez ça? Donc quand on dit oh, j'ai un sol caillouteux, c'est horrible. En définitive, ton sol est plein de nutriments à craquer, mais il faut pouvoir les transformer. D'accord? Là, c'est un peu une des explications de pourquoi les sols d'une région volcanique sont des sols normalement à niveau agricole très riches. Parce que tous ces minéraux qui étaient à l'intérieur dans des couches très profondes sortent une autre fois à la surface et du coup peuvent être assimilés. D'accord? Bon. Et l'autre grande réserve de nutriments qu'on a vu que tous les écosystèmes ont, c'est l'atmosphère. Et comme ces nutriments rentrent de façon gratuite, tout ça est là. Donc, grâce à, par exemple, l'azote, le type exemple, vous l'avez dit, donc des bactéries, par exemple, des formes libres dans les sols,
des bactéries qui ont la capacité de fixer par un processus. On ne va pas entrer dans les détails, mais prendre l'azote inorganique de l'air et le transformer en un azote organique. Ou des bactéries qui sont en symbiose avec certaines plantes, comme par exemple les rhizobium, que tout le monde connaît. D'accord? Une autre forte apportation d'azote qui vient de l'atmosphère, qui passe dans un phénomène naturel, qui n'est pas écrit. Ah non, oui, pardon, qui est écrit, là. Qui met la foudre. Vous saviez ça? En fait, un phénomène météorologique qui a la capacité de fixer l'azote, c'est la décharge électrique, l'incroyable décharge électrique d'une foudre autour où ça produit la décharge, il y a des fixations d'azote. Il y a création d'une molécule organique qui tombe au sol et qui produit une fertilisation. Et pas négligeable parce que des foudres dans la planète tombent tout le temps. Chaque seconde, il y a quelque part des foudres qui tombent. Donc comme ça, la prochaine fois qu'il y aura un orage, au lieu d'avoir peur de la grêle, vous direz ouais, plein d'azote. La grêle, ça a le même effet aussi. Les autres effets, la grêle, c'est en fait si les glaces, il y a des trucs en dissolution, tout ça. Je sais que c'est par rapport à la charge électrique. D'accord. En fait, qu'il y a dans les nuages justement à ce moment-là, et le fait qu'il y ait la grêle, ça ramène cette charge au sol. Et du coup après ça repousse bien, on va dire. Je savais pour la neige, en fait, il y a plein dans les cultures agricoles de tous les pays, il y a plein de, on dit un refrain, Marguerite, Un dicton. Un dicton, il y a plein de dictons qui disent qu'une année de neige, c'est une bonne année agricole. Donc c'est surtout à cause de que la neige aussi, l'effet de la chute de la neige, il y a la création par exemple d'acide phosphorique qui est entraîné et qui est stocké. Dans la pluie aussi, pour l'effet que la pluie tombe, il y a amène dans la chute, il y a amène des nutriments comme par exemple l'azote, et je ne sais pas comment ils ont fait ces calculs, en tout cas c'est les chiffres qu'on peut trouver. On considère que simplement pour la pluie, il y a une apportation de 15 kg d'azote hectare année. Logiquement, ça dépendra de la pluviométrie. Bon, c'est des chiffres comme ça, des références. Je te le rappellerai quand il peut. Ouais. Et une autre apportation importante qui peut venir de l'atmosphère, c'est la poussière. Des particules qui sont levées dans l'air et qui sont transportées, qui peuvent être transportées pas mal de kilomètres et stockées dans certains sols. Il y a même des sols qui ont été créés simplement à cause de cette apportation. Donc, une apportation de nutriments. OK? On va passer aux sources d'énergie. Question? Non? Ah oui, je me gratte le nez. Donc, vous voyez bien la différence entre un nutriment et une source d'énergie? Oui. Dans l'alimentation, même votre alimentation, vous êtes conscient quand vous mettez du sucre dans votre café le matin. Cet sucre, ce nutriment, c'est une source d'énergie. Énergie rapide. Voilà. Ça va vous permettre de bouger, d'être actif, d'entretenir votre chaleur corporelle, mais ne va pas rester comme un constituant structurel comme les calcium qui constituent, ou les phosphores qui constituent vos systèmes squelettiques. D'accord? Ou la protéine qui vous permet de développer les tissus musculaires. C'est ce qui va être brûlé, ce qui va être utilisé, stocké. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui se mesure en calories? Donc, en gros, quand on regarde les valeurs nutritionnelles, il y a les calories d'un côté, puis l'autre, les minéraux, le calcium, ça pourrait. Je ne suis pas un nutritionniste, peut-être il y a beaucoup plus de nuances, mais oui, ça nous permettrait de faire une différenciation. C'est les combustibles. Hein? Ce n'est pas les trucs qui font la base structurelle. Donc au niveau des combustibles, si ce sol est vivant, on aura besoin de combustibles pour fonctionner. Donc c'est surtout les sucres qui peuvent venir de la matière organique inestable. Cette matière qu'on a vu que quand on la fait se dégrader, ne va pas passer pour un stade de humus, sinon qu'il va se minéraliser rapidement, il va être disponible. D'accord? Donc, ça peut être une des sources. Une autre source d'énergie, donc la production symbiotique de la rhizosphère. Production de substances
qui vont être en association, les bactéries qui sont en association avec les racines des plantes, et qu'en définitive sont ces bactéries qui vont fournir les nutriments aux plantes, vont aider à mettre en forme assimilable le nutriment à la plante, pour que la plante la puisse absorber. La plante n'est pas capable de absorber pour elle-même. C'est comme si nous, on n'aurait pas de flore intestinale. Tu pourrais bouffer et ça sortirait tel quel. D'accord? Donc la rhizosphère, c'est un peu l'équivalent à cet intestin de la plante. Et en fait, la plante, pour l'entretenir, les file des substances énergétiques surtout. Les bactéries prennent du sucre de la plante et en échange les fils des nutriments. Donc du coup, la plante fournit de l'énergie à ce système sol, toutes ces bêtes qui vivent là. On considère que 15 à 30% des produits de la photosynthèse partent pour les racines et la plante la jette à l'extérieur pour entretenir cette rhizosphère. D'accord? Donc là, on a une bonne source d'énergie pour le système sol. Et une autre, de laquelle on a parlé ce matin aussi, c'est la chaleur thermique simplement. Vous devez comprendre que beaucoup de ces bêtes n'ont pas la capacité, ne sont pas des homéothermes, qu'on dit, comme nous, qu'on peut entretenir la chaleur corporelle indépendamment du milieu. Donc si le milieu n'est pas chaud, on crève. C'est si simple que ça. Donc, le réchauffement du sol, qui vient pour une énergie solaire, c'est un facteur très très important pour pouvoir développer cette vie du sol. Vous comprenez? Ouais. C'est vu, c'est compris? Nécessairement, s'il est vivant, aura besoin de ces deux trucs. On comprend bien les origines? On va passer maintenant à la source d'eau. D'où peut venir l'eau dans notre sol? La pluie. Le ruissellement. L'humidité atmosphérique. Le ruissellement, tu veux dire un ruisseau qui passe à côté? Un ruisseau qui passe à côté, à proximité. Puis, ça peut... Et l'humidité arrivera comment aux espaces alentours? Par capillarité. Par capillarité. Donc on se trouve dans le même cas de figure que la nappe phréatique, par exemple. C'est des montées, des transmissions de l'humidité à travers des... Parce que la capillarité, c'est quoi en définitive? Les micropores. Voilà. La microporosité. C'est ces petits espaces vides qu'il y a dans le sol, ou n'importe quel... On peut parler à capillarité d'un tissu. Et quand tu mets en contact avec une masse d'eau, l'eau a la capacité de bouger à travers. Et parfois de bouger contre la gravité. Bon, parfois, c'est le truc typique de la capillarité, bouger contre la gravité. D'accord? Ok, donc source d'eau, la capillarité. L'atmosphère avec la pluie, la rosée, pas négligeable du tout. La neige, par exemple, la fonte de neige, une source d'eau aussi. Et une eau que parfois on a plus de mal à comprendre, à maîtriser, c'est l'eau biologique. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? L'eau fabriquée pour les plantes. En général, l'eau fabriquée dans n'importe quel processus lié à cette vie du sol. Parfois, il y a des réactions métaboliques qu'on produit en production d'eau. C'est très très difficile à mesurer, mais on a vu que les sols, quand ils sont très vivants, ça génère une certaine capacité d'autogénération d'eau. D'accord? À partir d'eau qu'en fait était mis là, dans d'autres trucs. Et que, aussi simplement que par processus de création de certaines molécules, à la fin, dans la réaction métabolique, tu en produis certaines molécules d'eau. Comme l'autre jour, vous voyez la réaction de la photosynthèse, on l'a fait par la réaction résumée, sinon la complète, et à la fin, tu as des molécules d'eau qui se génèrent. Sauf que dans les produits, il y a aussi de l'eau. Mais ça peut arriver de ne pas avoir dans les produits, dans les réactifs, pas avoir, et dans les produits, avoir de l'eau.
C'est clair? Tout le monde comprend ce que ça veut dire, une réaction métabolique. Ouais. Oui. Bon, c'est simplement un terme biologique, le métabolisme, c'est toutes les sortes de réactions qui se passent à l'intérieur d'un organisme vivant. On peut les diviser grosso modo en anabolisme et catabolisme. L'anabolisme, c'est des réactions de destruction. Nous, par exemple, avec l'exemple du café, vous avez fait dans votre intérieur une réaction de catabolisme de cette glucose, au saccharose qui vous arrive, pour obtenir de l'énergie. Vous avez détruit la molécule. Une réaction anabolique, c'est une réaction de construction de molécules, comme par exemple la photosynthèse, qui crée une molécule de glucose. D'accord? Ok, finalement, mais pas pour ça moins important, l'air. Bien d'où l'air qu'a besoin cet sol vivant, en définitive. C'est un tas énorme d'organismes. On a besoin de quoi? Donc de respirer. Et comment arrive l'air au sol? Donc grâce à toutes ces cavités qu'il y a. La plupart de lesquelles sont maintenues, entretenues et créées pour les mêmes bêtes. D'accord? Sauf une partie. Donc il y a une création biologique, galeries, compagnie, mais il y a un composant pédoclimatique. Vous comprenez ce mot? Non? Pédoclimatique, ça veut dire les liens entre le sol, la terre et le climat. Donc par exemple, quand vous avez une grosse sécheresse, par exemple dans notre sol, je ne sais pas si vous avez vu des parcelles qui ont ça, les sols sèchent. Et du coup, comme les argiles ont une capacité expansive une fois humide et des rétractions une fois sec, ça crée des fissures partout dans le sol. Une micro-fissuration. Et du coup, ça crée une porosité. Ça fait une possible entrée pour l'air et l'eau. Donc ça, c'est par exemple un exemple de création pédoclimatique de capillarité, de porosité. Ok? Un autre exemple, très utilisé pour les anciennes, quand on disait il faut faire un labour profond en automne, surtout dans des terres lourdes, parce que comme ça quoi? On ramène de l'air en profondeur. Pardon, tu disais, tiens. On oxygène. Qu'est-ce qui se passe dans un sol quand tu laisses des grosses mottes pendant l'hiver? Ça gèle. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Ça craque. Ça craque. Ouais. Donc ça a été un des usages, par exemple, qu'on faisait de cette création de porosité à cause du climat. Et l'autre origine possible de la porosité? Passer la charrue, gratter, n'importe quel outillage qu'on fait pour casser. Et du coup, en cassant, on crée une porosité. D'accord? Ouais, compris? Donc c'est pour ça qu'on peut créer une structure artificielle. La structure est très liée à la porosité. En passant voilà, la charrue, les disques, les outils à griffes, les rotavators et compagnie, pour créer de façon artificielle cette porosité qui va permettre, entre d'autres choses, il y a une activité qui va se lancer. Pensez pas que quand vous passez une charrue ou tous les outillages, il n'y a rien qui bénéficie, il n'y a personne qui bénéficie de ça. Il y a un certain groupe d'organismes qui vont bénéficier de ça, surtout s'ils continuent à avoir des résidus dans le sol et des matières organiques. Parce qu'ils auront d'air, ils auront l'eau, et ils auront à bouffer. Donc du coup, il y a toutes les conditions pour vivre. Vous comprenez? L'unique problème, c'est que cette structure va être très temporelle. Il va disparaître, donc du coup, la population aura une grande chute. Parce qu'un de ces trois composants basiques ne sera pas présent. La porosité, simplement un petit truc de chiffres, si vous voulez rappeler. L'idéal, en porosité, on appelle la macro, la micro, on a parlé ce matin. La macro, c'est des espaces de plus de 8 mm. Ça a été une structuration agronomique, disons. À partir de 8, on parle de macro. En bas, on parle de micro. Et la micro va jusqu'à 0,8 parce qu'au-delà de ça, la porosité est tellement petite que surtout au niveau de fonctionnement de l'eau,
change beaucoup les caractéristiques parce que l'eau est tellement fortement liée à les parois du capillaire qu'elle n'est pas disponible. D'accord? Les plantes n'ont pas la capacité de tirer suffisamment fort pour la décrocher. Vous comprenez ça? Ok. Donc, à niveau de rétention d'eau, surtout, c'est intéressant, cette microporosité. Et le rapport idéal serait avoir un 30-70. Et là, vous avez une des explications de pourquoi le non-labour mécanique est très supérieur à niveau de créer ça que le labour mécanique. C'est parce qu'on n'est pas capable de créer des microporosités en cette proportion quand on passe un outil mécanique. Voilà. On crée des macroporosités facilement avec un travail mécanique, mais la microporosité, c'est super. On n'arrive pas. Il n'y a pas des outils suffisamment précis pour créer ça. Et on a besoin de beaucoup plus de ça que de ça. Donc là, c'est une des clés d'explication de pourquoi le labour biologique est beaucoup plus supérieur au labour mécanique. Et la composition à niveau d'air idéal. Donc, idéalement, cette porosité globale devrait avoir un 10% qui soit occupé par l'air et 90% par l'eau. Ça serait parfait. Ça crée un maximum d'activité de ça, un maximum de production des végétaux. Mais ça, on peut l'avoir seulement avec un système d'arrosage artificiel ou dans des climats très très particuliers. Sinon, c'est compliqué. La fluctuation se répartit au long de l'année. Mais c'est dans ces moments que ça rapproche à ça que les pics d'activité sont maximales. Tu parles de la présence de l'air dans le sol. Non? Ouais. Et l'eau. Parce qu'en fait, la porosité, c'est l'espace partagé entre l'eau et l'air. L'eau et l'air dans le sol bougent dans les mêmes canaux. Et une empêche la présence de l'autre. L'eau, si tout est prend d'eau, si l'air est engorgé, la terre est engorgée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des phénomènes, des processus d'anabolisme. Parce qu'il n'y a pas d'air. C'est quoi l'anabolisme? Ah, pardon, l'anabolisme. Anaérobie. Pardon. Anaérobiose. Dans des sols qui sont complètement engorgés pendant longtemps. D'accord? Ouais. C'est différent de l'hydromorphie? L'hydromorphisme, c'est un mot qu'on utilise pour désigner ces sols qui ont des moments d'être engorgés et des moments d'être super secs. D'accord. C'est cette caractéristique des sols hydromorphes. On va les laisser comme ça. Donc maintenant, notre objectif serait voir pour chacune de ces points qu'est-ce que nous on peut apporter à notre système, quelle action consciente on peut faire sur notre système pour aller dans cette ligne-là. Donc par exemple, pour la chaleur thermique, comment on peut augmenter la quantité d'énergie thermique de nos sols avec une serre? Les mulch, quelque chose à faire avec les mulch. Oui. Dans certains cas. Ça dépend quand on le met aussi. Ça dépend quand on le met, effectivement. Tu peux l'utiliser, en fait, les mulch sont isolants, surtout si c'est d'origine organique. Une bâche noire, logiquement, peut être une façon, au début de saison, augmenter ça. Mais retirer le mulch au début de saison aussi peut être une façon d'avoir ça. Pareil que pailler à fin de saison peut être une façon de rallonger le temps de que le sol soit chaud pendant l'hiver et qu'il ne gèle pas. Mais attention, quand on dit chaleur thermique, c'est aussi la température en général, non? Parce que l'excès de chaleur est aussi mauvais. Donc on en parlait hier avec Fred, le fait d'avoir des zones ombragées, d'avoir des arbres et de créer un microclimat, c'est aussi pour préserver la source d'énergie. C'est les garder dans cette limite où la vie se développe bien, toujours. Cette idée de rester entre le minimum et le maximum correct pour qu'ils ne crèvent pas de chaleur ni de froid. À buter aussi, non? Mais du coup, voilà. Buter pour être aussi. Bien de dire, Benjamin, buter, faire des buts. Pourquoi vous pensez que ça peut aller dans la ligne d'augmenter
la chaleur de la surface. Une application du principe de permaculture, effet bordure. Tu as plus de surface exposée à l'air, surtout si tes buts sont, il y a une façade qui regarde le soleil. On l'a vu l'autre jour à la milpa, il y aura un coin qui va chauffer davantage que l'autre. Tu crées un microclimat. Ça peut être aussi densifier les cultures pour avoir moins d'entrée de froid ou moins d'entrée de chaud, mais pour stabiliser la thermie. Exact. Que l'air bouge le moins possible aussi, c'est une façon de contrôler ça. Parce que l'air amène, avec son mouvement, amène de l'énergie. Si vous vous mettez dans un courant d'air en plein hiver, vous comprendrez rapidement cet effet. D'accord? Donc, pour ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action concrète, particulière, pour que toujours il y a cette source d'énergie? Multiplier les espèces de plantes. Exactement. Qui ont des réseaux racinaires différents. Qui vont explorer à différentes profondeurs et surtout avoir toujours quelque chose qui pousse sur le terrain. Parce que quand on laisse un terrain nu, on est en train, en plus de les priver de toute la protection du soleil, blablabla, de pouvoir perdre des nutriments, etc., etc., on est en train de ne pas nourrir à niveau des rhizosphères, parce qu'il n'y a pas de racines. Il n'y a pas un rhizosphère présent. Donc c'est super important que le sol, toujours, il y a quelque chose qui amène tous ces sucres. Parce que ces sucres, c'est seulement la plante qui est capable de les produire. On est d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux lire, s'il te plaît. Résidus animaux et végétaux, matière organique en définitive. Pour amener de la matière organique. On peut composter tous les déchets, on peut amener ou laisser tous les déchets de culture sur place. On peut amener la matière organique d'ailleurs, soit dans l'estomac d'un animal, ou en bougeant les déchets que l'animal a fait ailleurs. Une chose que quelqu'un de vous a fait hier, non? Donc, en lien aussi avec ce dont tu parlais avant de la rhizosphère et du système racinaire, juste le fait de laisser les racines dans le sol de nos cultures ou des adventices, donc désherber plutôt à la houe qu'arracher, ça a une forte incidence aussi là-dessus, sur après la matière organique, c'est une matière organique pour les plantes. Exact, c'est une matière organique qui va rester en profondeur. Voilà. Qui va, toutes ces racines qui sont là vont se décomposer, et en se décomposant vont créer ça, des espaces vides. D'accord? C'est ça, c'est vrai, c'est lié non seulement à l'énergie disponible, mais aussi à la porosité et du coup aussi à l'accès à l'eau pour la vie du sol. Ça évite aussi, j'ai remarqué que souvent il y avait des repousses de plantes sauvages moins importantes sur des endroits où je laissais en place les systèmes racinaires aussi. Donc, du coup, c'est un impact aussi en dessous. Et par rapport aux repousses aussi, je crois que c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui joue aussi là-dessus. Du fait que peut-être ce soit occupé, et ben, il y a beaucoup moins de repousses qui... En concurrence racinaire pour l'espace racinaire. Je pense, ouais. Oui, c'est clair, c'est montré. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir des nutriments qui sont dans... Bon, déjà, un lien, le fait de toujours avoir des racines qui sont en capacité de dissoudre ces nutriments, de nourrir cette bactérie qui vont attaquer en forme d'acide, etc., etc. Mais comme quelqu'un disait avant, d'avoir des plantes avec des systèmes racinaires très puissants qui vont aller pomper là où personne n'arrive. Et il n'y a pas un végétal capable de le faire mieux qu'un végétal supérieur comme les arbres. Après, il y a aussi des roches-mères qui ne sont pas hyper loin, une luzerne, des céréales. Ou de la consoude, ça peut arriver. Ouais. Après, vraiment, les arbres ont une capacité de percer assez unique. Il faut compter aussi que certains arbres qui ont des systèmes pivots, il y a un rapport avec la hauteur de l'arbre. Donc, si tu as un petit arbre de 3 mètres, probablement tu auras un pivot de 3 mètres en bas. C'est énorme. Tu vois, tu rentres dans des lieux où personne n'arrive. Si entre vous, vous avez essayé de mettre à germer des pommiers, par exemple, c'est un typique fruitier des pivots, vous les verrez, les grains germent
tu veux une petite plantule comme ça, en surface, mais le pivot est déjà là. C'est impressionnant. À niveau atmosphère, qu'est-ce qu'on pourrait faire des pratiques concrètement ici? Les azobactères, on les estime comment? Avec des paillages. En gardant, en général, toutes les bactéries, tu peux les motiver en gardant un microclimat idéal pour eux. Donc du coup, pas de lumière, humidité plus ou moins constante, source de matière organique à disposition. Ça va bien pour tout le monde, c'est un peu comme la panacée. Mais particulièrement les azobactères sont des bactéries qu'on met en route avec, quand on met de l'air dans le sol, un sol labouré, labouré, voilà, aéré, griffé, même si c'est très très en surface, ça peut déclencher une explosion de la population de cette machin. L'association avec des légumineuses, on voit aussi qui favorise la présence des bactéries libres qui sont aussi capables de fixer de l'azote. Donc là, exemple des choses particulières, concrètes que je peux faire. La pluie, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Ça tombe, ça tombe. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on fait et qui peut créer des difficultés pour profiter de cette richesse des nutriments qui nous amène la pluie, que c'est les problématiques des serres. Dans les espaces artificialisés, on met un toit, donc logiquement on n'a pas ça. Et aussi les problématiques qu'on peut avoir, c'est que de plus en plus il y a un processus de salinisation des couches supérieures du sol, donné qu'il n'y a pas ce nettoyage naturel de l'eau qui tombe par gravité. On est plus sur des systèmes de goutte à goutte et des choses comme ça. C'est des problématiques typiques qu'on trouve dans les serres, système goutte à goutte, c'est une salinisation du sol. Parce que la goutte del goutte à goutte tombe tellement lentement qu'il permet une sédimentation en surface des sels qu'il y a en dissolution. C'est l'effet, comme dans les grottes, que tu as les stalactites, les stalagmites, je me souviens si c'est l'inverse. Tombe. D'accord. Donc voilà, c'est la même logique de fonctionnement. D'accord? Donc voilà, la neige, pareil, ça va être le même cas ici. Les vents. Donc les vents, on peut faire des barrières, parce que parfois les vents, c'est une façon de sortir des nutriments de notre système. Donc plus on met des barrières à cette vent, plus toutes les particules, des poussières, etc., des débris, des matières organiques ne vont pas partir. Un sol couvert, c'est déjà une bonne barrière. Un sol couvert, c'est une très bonne barrière. Ouais. Au départ, travailler l'autre jour en rentrant de chez Fred, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un mec avec son tracteur en train de passer, il y a un gros nuage derrière. Il est en train de perdre son sol. C'est des quantités, c'est des kilos à l'hectare, mais c'est beaucoup de fois à l'année, et pendant beaucoup d'années. Et surtout, c'est la meilleure couche. Il y a un effet, il y a un épisode, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a pas mal de films et de bouquins qui sont écrits de cette époque-là. En espagnol, on appelle ça la Gran Tolvanera. C'est un processus d'érosion massif qu'il y a eu dans l'Ouest américain, des tempêtes de vent qu'on a rasé l'Ouest américain et qu'on bougeait des tonnes et des tonnes de sol. Et il y a eu une famine et un abandon agricole énorme. 1930 ou 39, par là, il y a eu le truc. Donc voilà. Ou se protéger, ou voilà, situer le bénéficiaire de la poussière de l'autre pour être une entrée dans ton système. Mais bon. Comme à niveau d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc logiquement, avoir un sol le plus poreux possible, avec la maximum capacité de capter et d'infiltrer l'eau de pluie, c'est une chose qui peut aller dans ce sens-là. Les mulches, par exemple, aussi, c'est une façon de retenir l'eau, de faire et de garder plus l'humidité. Les chouelles, toutes les infrastructures, terrassement, tous les changements de les pentes, des profils pour essayer d'éviter que cette pluie qui tombe par ruissellement. Et du coup, une perte non recherchée. À niveau des... non, là c'est tout. La rosée, je voulais dire un truc.
Peut-être vous avez vu ça, un lieu vraiment très très sec, où il y a parfois que l'unique apportation qu'il y a, c'est les rosées. Donc il y a des systèmes qui se sont créés, ça s'appelle des pièges arrosés. Dans les déserts, en Amérique latine, au nord du Chili, d'énormes toiles d'araignée. C'est comme des filets, bon, c'est des filets en fait artificiels, mais les mêmes effets, on peut le créer pour la présence d'une végétation simplement. Je crois que c'est à Lampedusa ou sur une face particulière orientée sur la mer, ils font pousser un arbre très feuillu et ils creusent une rigole au niveau de la couronne des feuilles et ça leur permet d'alimenter leur jardin potager comme ça. Côté, parce qu'il n'y a aucune eau, il n'y a pas de pluie en fait. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, moi je viens d'une région, à côté de Barcelone, il y a une grande plaine agricole qui s'appelle Lérida, la zone de Lérida, c'est une grande plaine où il y a du brouillard tout le temps et les paysans toujours, il y a un dicton qui dit ça, la brouillard c'est la richesse de Lérida. Sans brouillard et il n'y aurait pas la production agricole qu'il y a. Donc voilà, comme source d'air. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Et stimuler, même celle-là on peut la stimuler. La création de porosités par origine pédoclimatique, on peut le créer. Une pratique, même si je ne suis pas en train de faire de la publicité pour la faire, était ce truc que faisaient les anciens de labourer à fond des grosses mottes dans des terres argileuses en automne et laisser ça pendant tout l'hiver qu'ils travaillent. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas c'est une action consciente, volontaire de l'homme qui a fait pour augmenter cette porosité. Une autre chose qu'on peut faire, c'est planter des engrais verts très puissants, très agressifs dans la recherche d'eau, de façon à essayer de sécher à fond les sols en fin de saison. Et du coup, ça va créer quoi? Une fissuration, une rétraction en profondeur du sol. Ça, c'est très cherché avec certains engrais verts d'été. Comme lesquels, par exemple? Sorgho. Ouais. Après, lorsqu'on crée un microclimat sur la parcelle, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est aussi en train de jouer au final sur la partie climatique, de pédoclimatique? Non, je dirais plutôt là. Tu es en train de favoriser la biologie pour qu'il continue à créer, à entretenir cette porosité. Oui, parce que ça, c'est vraiment à cause des processus physiques, des rétractions, contractions. Et voilà, et des travails respectueux, des travails superficiels, des travails avec des bons outils qui ne cassent pas les structures du sol, qui ne bouleversent pas le profil. Donc voilà, granulette, compagnie. Et donc ce sont des choses qu'on peut faire pour augmenter ça. Ici particulièrement, j'aimerais dire l'importance parfois qui peut vraiment accélérer beaucoup, passer d'un sol mort à un sol vivant, c'est le travail de subsolage. À niveau permaculture, il y a des références d'Alfred Geomans, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un mec qui a inventé un système de sous-solose en fait, sous-solose, qui travaille progressivement à différentes profondeurs et qui permet rapidement de créer une porosité sans bouleverser le profil. Et ça en combinaison avec la plantation tout de suite des plantes qui peuvent occuper cet espace de cette porosité artificielle, ça peut et a donné des résultats assez spectaculaires dans la création de sol. De passer de sol mort tassé de très peu de profondeur à augmenter ça. J'ai vu un terrain sur lequel ça a été fait et en fait je pouvais mettre tout mon avant-bras dans la terre mais sans chercher à aller vraiment en grattant quoi. Je mettais mon bras dans la terre comme ça. Tout simplement parce qu'il y avait eu cette porosité qui avait été créée artificiellement avec l'outil de Geomans. C'est incroyable. Tu peux l'écrire, Joanne? Geomans. Geomans, je ne sais pas vraiment comment c'est. G-O-M-A-N-S. J. Hein? Y-M-A-N-S. Avec Y, Geomans, Alfred Geomans.
Oui, il a travaillé aussi beaucoup autour de key line, comme on dirait en français. Les points clés. Points clés, les key lines. Y là. Je suis sûre que les Québécois ils disent le point clé. Ah ouais. C'est pas avec 2 M. Bon, tant pis. Deuxième. Bon, tant pis. Vous trouverez. Mettez ligne clé et vous trouverez tout ça. Bon, et pendant les 5 minutes qui restent avant de manger, est-ce que vous voyez encore d'autres idées exemples pratiques que vous pouvez mettre en lien avec le schéma? Voilà, c'est pas un truc à mettre, mais clairement une origine biologique de cette porosité. Par exemple, quand on commence à travailler avec des mulch, un des types ravageurs ou des problématiques qui peuvent venir, c'est la présence des campagnols. Les campagnols, c'est le roi de la création de ça. Après, il faut voir quels dégâts, quelle présence il y a. Mais n'oubliez pas, dans nos sols argileux, vraiment, a été une aide assez importante. Ce matin, vous n'êtes pas allé mettre la main ici, là, dans la terre de la zone 1. Non. Je vous invite à le faire. C'est impressionnant ce qu'il y a comme galerie. Après, voilà, il y a certaines cultures auxquelles ça peut porter préjudice, d'autres non. Mais il y a un travail biologique du sol très intense. Et c'est vrai, on m'a dit que dans le sud de l'Europe, donc en Espagne, Portugal, tout ça, il n'y a pas eu, la glaciation était moins violente et il y a eu des espèces de vers de terre qui font plus d'1 mètre qui ont été préservées. C'est vrai ça? Je ne saurais pas te dire. Ouais, tout le sud de l'Europe. Ouais. Je ne saurais pas te dire. C'est vrai, parfois j'ai vu des photos, mais je ne sais pas s'il était. Il y a plein d'espèces de vers de terre. Il faut penser simplement en France, on est autour de 146 espèces de vers de terre décrites. Qui bougent à différentes profondeurs du sol. Il y a les anésiques, les endogènes, bon, il y a toute une classification en fonction de la profondeur. Et oui, vraiment, ça peut aller très très loin, hein, c'est bête. Ils font des galeries à plus de 4 mètres de profondeur. Donc, oui, il ne faut pas penser seulement à des petits trucs qui restent là en surface. C'est bon ?